Défi de l'information à l'ère des réseaux sociaux, thème central de la 4e édition du Salon des médias au Mali, a été au cœur de discussion le vendredi 1er août 2025. Un panel également consacré aux entreprises de médias au Mali et au Sénégal, à l'image de celle du monde. Deux patrons de presse, Matar Silla, président directeur général de MS Consulting, ancien directeur général de la RTS et TV5 Monde Afrique, et Amidou Sampi, président de Kireacom Afrique, ont mis l'accent sur la problématique du financement des médias en Afrique avant d'apporter un éclairage spécifique sur leur mutation. Modéré par Sambou Biagui, directeur général de la maison de la presse Babacar Touré, les intervenants ont livré un débat enrichissant avec de bonnes notes d'espoir pour les médias africains. Suivez. Bon, je commencerai d'abord par vous remercier tous et toutes de donner cette opportunité. Je en tire une leçon principale, c'est la qualité du capital humain africain. Sans doute, nous sommes ici dans un cercle peut-être d'intellectuels, de gens qui manient la langue soit de Shakespeare ou de Molière. Mais je pense que nous avons une élite africaine capable de relever les défis et de tirer l'ensemble des Africains vers le haut. Je le dis très souvent, on peut avoir tous les bons plans. Et je sais de quoi je parle puisque, c'est vrai, j'ai plusieurs casquettes. J'ai dirigé le groupe Performance, qui est le groupe qui aujourd'hui a fait le plan stratégique du Gabon émergent, qui a accompagné des sociétés comme la Sonatel au Sénégal, qui aujourd'hui a à peu près près de 2000 milliards de chiffre d'affaires. Nous avons accompagné beaucoup d'autres structures et le plan Sénégal 2050, c'est mon associé Victor Ndiaye qui l'a fait. Donc, pour dire que quand on parle véritablement de l'Afrique, de ses potentialités, de ses capacités de développement, ce n'est pas de l'incantation. Mais tout cela pour que ça réussisse, pour que ces plans-là réussissent, c'est la mise en œuvre. Mais la mise en œuvre, je ne dis pas que ça ne se fera pas, mais elle sera accélérée, elle se fera parce qu'il y aura les médias qui accompagneront. La Covid ou le Covid, pour eux, ils donnent des sexes aux mots. Donc, si on a pu véritablement tenir le challenge, c'est parce que les médias ont accompagné. Une politique agricole, la citoyenneté dont a parlé le ministre de la Jeunesse ici aujourd'hui, si vous voulez que les jeunes comprennent, il faut absolument utiliser les médias dans toutes leurs dimensions, sous toute leur diversité, dans tous les supports, pour que le défi puisse être relevé. Donc, ce n'est pas une sorte de Kleenex qu'on utilise en tant que tel et que l'on jette. Quand vous prenez les chiffres au niveau mondial aujourd'hui, vous voyez parmi les plus grosses fortunes du monde aujourd'hui, sont des gens qui sont dans le domaine des médias. Donc, la question qui se pose aujourd'hui, c'est pourquoi nous, en Afrique, avec des opérateurs, des gens qui créent leur société, comme on fait avec Mali Online, avec d'autres qui sont là, qui créent des supports, etc. Pourquoi en Afrique, on végète, on ne trouve même pas le diable pour lui tirer la queue? Pourquoi il en est ainsi? Alors que dans d'autres continents, quand vous prenez les États-Unis, vous prenez n'importe quel, vous prenez Rupert Murdoch, etc., les grands noms aujourd'hui de ces gens qui aujourd'hui, les Bouygues, tout ça, qui sont dans ce secteur-là, ils se font de l'argent, ils capitalisent, et souvent en venant sur nos propres marchés. Aujourd'hui, vous l'avez dit, dans ce distributeur que tout le monde connaît sur le continent aujourd'hui, le chiffre d'affaires principal, il est fait en Afrique. Sans l'Afrique, cette structure, elle ferme. Alors, mais les Africains qui sont dans le métier, ces Africains qui entreprennent, comme lui, comme d'autres qui sont là, pourquoi ça ne marche pas? Donc, c'est la véritable question, je pense, qui se pose, et nous deviendrons donc progressivement. Et je crois qu'il y a toute une architecture institutionnelle qu'il faut mettre en place, où des structures comme la maison de la presse, les maisons de la presse, les syndicats, les structures de femmes, les structures de jeunes, etc., doivent être renforcées, tant dans leur capacité de formation qu'aujourd'hui dans les accompagnements qui peuvent être multiples. Et souvent, des pays qui nous interdisent d'accompagner ce type de secteur le font pour leurs propres médias. Également, nous serons interpellés sur beaucoup d'autres choses. Vous avez vu récemment ce qui s'est passé entre l'Iran et Israël. Est-ce qu'on a eu les véritables images? Oui, d'un côté, oui. Mais de l'autre côté, les dégâts qui ont été faits en Israël, à part ce qu'on a pu avoir sur les réseaux sociaux, etc., est-ce qu'on l'a impacté? Pour montrer que même dans ces pays-là, ils ont une manière de structurer l'information, de la prendre, de la retenir, de l'orienter. Et je parle en connaissance de cause, puisqu'à TV5, entre 1992 et 1998, je rendais compte avec le président du groupe, donc devant le sommet des chefs d'État, je rendais compte à la conférence ministérielle de la francophonie, j'ai participé aux réunions préparatoires avec le ministère français des Affaires étrangères et de la coopération, qui est l'un des principaux bailleurs de fonds des médias
aujourd'hui que sont autour de France Média Monde, dont la directrice générale actuelle, quand j'étais directeur de TV5 Afrique, elle était directeur financier de TV5 Europe. Donc, pour montrer qu'effectivement, il faut qu'on donne aux médias véritablement leur place. Nous ne réclamons rien qui ne soit anormal, qui soit hors norme. Les médias sont un secteur d'accompagnement, mais doivent être un secteur économique, pourvoyeur d'emplois, pourvoyeur de plus-value, qui peut même aider effectivement à transformer nos industries en tant que telles, notamment les industries culturelles et créatives. Et là, je pourrais venir sur les exemples concrets, montrer comment cela se fait. Il y a des lueurs d'espoir quand on prend des pays comme le Nigeria, avec Nollywood. Nollywood, aujourd'hui, avec au moins 2500 films par an, est le deuxième plus grand producteur au monde après l'Inde en termes de produits cinématographiques et audiovisuels. Mais il contribue à hauteur de 2,2% du PIB nigérian. Alors que si on prend toute l'Afrique réunie, on n'est même pas à 1% du PIB. Donc voilà véritablement, je pense, les enjeux. Avec tout cela, il y a beaucoup d'autres aspects, la formation, la régulation, le management des médias, et également renforcer les structures dans lesquelles nous sommes, notamment l'Union africaine de radiodiffusion, qui est la première organisation professionnelle du monde aujourd'hui, créée juste après les indépendances, et qui regroupe aujourd'hui toutes les radios-télévisions publiques, mais également des privés. Et les gens comme toi, comme d'autres, doivent venir dans ces structures-là, les renforcer. Même les maisons de la presse, je pense, doivent venir au niveau de cette union-là, tout en créant leur structure propre, mais avoir un pôle fort. On peut ne pas être très nombreux, mais il faut qu'on soit vraiment, qu'on soit 4, 5, comme ils sentent de le faire au niveau de l'AS, avec la télévision, etc. Qu'autour de ça, nous autres privés, que nous essayons d'accompagner, que nous ayons 1, 2 autres, 3 pays qui viendront. Et juste ça, c'est facile à faire parce que les convictions sont partagées. Je pense que nous pouvons créer une dynamique qui montre qu'effectivement aujourd'hui, les médias doivent avoir toute cette place-là. Et nous sommes dans un métier, c'est le seul pratiquement métier au monde. Parce qu'on le dit quelquefois de la santé et tout, peut-être des forces de sécurité, d'accord. Mais le seul métier au monde où, comme le disait Baudelaire, ou Beaumarchais, 365 ou 366 jours l'an, 24 heures sur 24, ça fonctionne. Monsieur Hamidou Sampi, vous avez la parole maintenant. À la suite de mon aîné, je ne sais pas si j'aurais grand-chose à ajouter, mais toujours est-il que l'économie des médias ou les entreprises de médias, c'est un bon sujet que peut traiter un journaliste toute l'année, parce que c'est son quotidien. Mais la réalité nous attrape très très vite. L'Occident a des années-lumière devant nous en matière de médias, en matière de financement de médias. Nous sommes en balbutiement jusqu'à présent, on cherche notre chemin, mais le problème reste entier. On demande aux entreprises de médias d'être comme les autres entreprises, de payer les impôts, d'avoir des employés déclarés, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, le problème fondamental qui se pose, est-ce qu'on peut entreprendre de nos jours avec un média? C'est une question cruciale, mais une question dont la réponse est tout aussi simple. Tant qu'on continuera à considérer ces médias au même titre que les grands médias de par le monde entier, ça va constituer des entreprises. Mais tant que les médias sont obligés de tirer le diable par la queue dans nos pays, il va être très compliqué d'avoir une entreprise dans le vrai sens du terme. J'ai eu la chance d'aller de l'autre côté du métier qui fait vivre les médias, les agences de communication. C'est nous qui donnons la matière à gérer une entreprise, parce que pour parler d'entreprise, on parle de rentabilité. Pour parler de rentabilité, on va te parler de budget publicitaire, parce que l'autre côté est interdit par la déontologie. Bandjougou Danté, président de la Maison de la Presse, est patron d'entreprise d'abord, et c'est que si, à part la publicité, les annonces, on lui demande de gérer une entreprise de médias, il n'y en a plus, parce qu'il est interdit de vendre l'information. Alors, l'entreprise va vivre de quoi? Alors, quand on se situe dans le couloir que j'ai emprunté depuis 25 ans, à savoir les pourvoyeurs de ressources pour les entreprises de médias, là encore, il y a un goulot d'étranglement. Parce que dans nos pays, il y a une confusion totale entre information et communication. Donc, les médias peinent à avoir les ressources nécessaires pour leur fonctionnement. La compétition est devenue rude.
la transformation, qui est la deuxième partie de ce panel, c'est invité, c'est l'un des facteurs. Les médias sociaux ne sont pas venus faciliter le travail aux ces entreprises de médias. Toujours est-il que si l'on prend la chose au vrai sens du terme, l'État, comme dans les pays développés, se doit d'être présent dans l'accompagnement de ces médias qui ont tiré leur épingle du jeu. Et ça va aujourd'hui aboutir au fait qu'on doit se battre pour avoir des médias performants, des médias professionnels qui seront accompagnés par les pouvoirs publics, par quelque manière que ce soit, mais il est impératif d'abord que l'on aide les entreprises de médias à pouvoir donner la bonne information. Et la bonne information, elle n'est pas payante, elle est gratuite, même si chacun attend le professionnel. Alors comment est-ce qu'il faut avoir l'équilibre entre le professionnel et les moyens de vivre pour les médias? Il y a de véritables questions qui se posent et cela dépend d'un pays à un autre. Il est important d'abord que la chose soit comprise du fait que les médias sont des entreprises à part entière, avec des droits et des devoirs. Si on leur demande le droit d'être professionnel, on a le devoir de veiller à ce qu'ils ne puissent pas être tributaires de ceux qui donnent de l'argent. Très bien. Dans votre intervention, M. Sampi, vous parlez de droits et de devoirs. Est-ce qu'il y a une différence entre une entreprise de presse, une entreprise de BTP ou une entreprise qui évolue dans d'autres secteurs? Du point de vue économique, c'est pareil. Mais du point de vue déontologique, c'est complètement différent. Dans les entreprises de presse, on leur demande d'aller chercher leurs matières premières, de travailler leur chantier en ne s'attendant pas à une rémunération par rapport à ce travail-là. C'est là où le tout devient compliqué. Un maçon, on va le payer pour qu'il fasse une maison. On va lui apporter des matières premières et il va faire une facture. Mais dans le cas des entreprises de presse, il est interdit que sa matière première, sa maison que le média est en train de construire, soit facturée. Si c'est facturé, on dit que la déontologie est violée. Donc, c'est une entreprise où on demande de faire de la production non rémunérée pour avoir des résultats et se débrouiller à pouvoir financer le produit de son travail par d'autres mécanismes qui constituent les publicitaires qui doivent pouvoir se greffer autour de son travail. Cela veut dire qu'aujourd'hui, une entreprise de médias doit être suffisamment inventif, imaginatif, pour pouvoir attirer l'attention d'une audience qu'il va monnayer ou bénéficier d'une subvention d'État. Alors, dans les cas de nos pays, aujourd'hui, c'est complètement un exercice compliqué, mais il est important que l'on sache que le journaliste qui travaille la matière première d'un média est demandé d'être impartial et de ne pas prendre l'argent ni à gauche ni à droite par rapport au travail qu'il effectue, mais de se débrouiller pour que son média soit financé par d'autres personnes qui n'ont pas d'intérêt dans le média. Et le monde étant aujourd'hui un concours d'intérêts, j'ai un annonceur qui va se retrouver quelqu'un qui va donner l'information. Quels sont les moyens de faire un savant dosage entre celui qui te donne une information et qui va te sponsoriser derrière, que le média soit indépendant? Voilà un peu le grand écart qu'on demande aux entreprises de médias et qui les rendent différentes des autres entreprises à qui simplement on demande une prestation contre paiement. Merci, très clair. Alors, Matar, à ce niveau-là, vous allez répondre à cette question aussi, mais très rapidement. Mais la deuxième question que je vais vous joindre, finalement, où est-ce qu'on peut trouver aujourd'hui des financements pour entretenir cette entreprise? Oui, ce sont des débats, tu es au courant de ça, que nous avons tenus au Sénégal pendant 2 ans. Et j'ai eu le privilège de présider le comité scientifique des assises des médias du Sénégal. Et c'est le 1er juillet dernier que les conclusions et le rapport final ont été déposés au niveau de toutes les autorités. La question de la viabilité économique des entreprises de presse.
Je pense qu'il y a deux choses. Sur les aspects déontologiques, c'est ce qui touche à l'information. Par exemple, dans le journal télévisé, quoique maintenant on voit dans les journaux télévisés ou dans les unes des journaux, des choses, on sait pertinemment qu'il y a eu de l'argent qui est rentré dedans. Oui. Au Sénégal, voilà, c'est ça. Nous avons des unes de journaux qui n'existent qu'en PDF de une. Vous allez sur le kiosque, vous ne trouverez pas le journal. Mais on sait que c'est monnayé. Vous vous levez, même aujourd'hui, vous vous levez, ou il y a quelques jours, je ne voudrais pas donner d'exemple. Le même bonhomme, oui, Maktar, c'est là, et sur toutes les... Sur 10, un mois, on avait 55 jours quotidiens au Sénégal. 55. Il est sur la une de tous les journaux. On sait, oui, que là-bas, il a payé 100 000 francs. Là-bas, c'est plutôt qu'il a donné 500 000 francs. Là-bas, il a 200 000 francs. Là-bas, il a 50 000 francs. Même pour la revue de presse, ça se monnaie. Et c'est ça, sur les aspects déontologiques qui sont essentiels. Je donne l'exemple également de ce qu'on fait, de ce qu'on appelle les guérisseurs marabouts traditionnels. Moi, sur mes chaînes de télévision, dès qu'on a des gens m'ont fait des propositions financières pour les mettre. Ma déontologie ne me le permet pas, parce que sur les questions de santé, je dis comme ça, je ne vais pas mettre, allez voir tel truc, il soigne toutes les maladies. Vous avez le sida, vous avez été cataracte, il soigne tout. Je ne peux pas me permettre de mettre une émission de 15, 20, 30 minutes de quelqu'un que je ne connais pas parce qu'il me donne de l'argent mensuellement, régulièrement pour le mettre. C'est des questions également de ligne éditoriale, de vision et de valeurs que l'on partage. Mais il y a effectivement, moi je dis, il y a des pistes aussi et des possibles. L'entreprise de presse peut et doit gagner de l'argent. Ça se fait dans beaucoup de pays aujourd'hui dans le monde. Je voudrais donner juste quelques petits exemples. J'ai parlé ce matin de la Deutsche Welle qui fait une émission qui s'appelle 77%, qui est destinée à l'Afrique. Il faut faire la version anglophone. Vous pouvez aller sur le site, vous allez voir. Ils ont voulu faire une version francophone, mais ils viennent, ils regardent la qualité technique de vos installations, les fonds verts, etc. Donc, on a pu, effectivement, nous, les convaincre, ils sont venus, ils ont fait des visites sur le site et tout. Et donc, voilà, on a fait les versions. Mais quand je le fais, je leur facture. J'ai des moyens de doublage dans ma structure aujourd'hui. Vous me demandez des trucs de doublage, je vous les facture. Le reste, c'est des questions de... Moi, il y a des prestations, il est compliqué, il y a des prestations que je ne fais pas, que je ne prendrai jamais. Ou bien vous venez quelquefois, les gens vous disent, on fait une convention, mais quelles que soient les bêtises et les scandales que nous ferons, vous ne parlerez pas de ça. Ça, je ne l'accepte pas. Mais il y a des gens qui l'acceptent. Il y a également l'irruption des politiques. Vous prenez la nomenclature sénégalaise, la majorité des 300 et quelques radios dites commerciales ou communautaires qui existent, ce sont des radios tenues d'abord par des politiques qui ont des agendas, etc. Donc je pense que ce métier peut être un métier où on peut gagner de l'argent de manière saine, en respectant les aspects éthiques et déontologiques. En choisissant, en faisant la part des choses, quelqu'un vient vous demander, vous écoutez une organisation internationale, on fait une campagne sur le reboisement, on plante 1 million d'arbres, etc. Venez nous tourner tout, interviewer les gens, vous déplacez vos équipes, tout et tout, mettez-moi ça sur Mali, facturez. Le jour où ils feront des conneries, ça ne vous empêche pas de dire ce que vous avez dit et de le faire de manière professionnelle. Donc, je pense que ce sont des questions également qui doivent être réglées d'un point de vue plus global au niveau de la régulation des textes. Au Sénégal, c'est ce que nous avons essayé de faire. Très prochainement, le ministre me l'a dit, je pense que d'ici, avant la fin peut-être de ce mois ou plus tard en septembre, il y aura un nouveau code de la presse au Sénégal, un nouveau code de la publicité. Le code de la publicité date des années 60. Il y aura une nouvelle autorité de régulation qui va cumuler à la fois les médias et la publicité, l'autorité de régulation des médias et de la publicité, un ensemble de choses qui organisent le secteur. L'un aussi des problèmes que nous vivons, c'est qu'il y a un mal-financement du service public des médias. Parce qu'aujourd'hui, dans la plupart des pays, c'est dans la loi de finances de manière claire et transparente, à partir des cahiers de charges et des missions, et ça a été mon plaidoyer de tout temps, qu'il faut financer le service public de manière correcte. Le service public aujourd'hui, dans la plupart de nos pays, peut prendre jusqu'à 50-60% du marché publicitaire, parce qu'ils ne sont pas financés suffisamment. Et comme ils couvrent tout, ils ont la radio, ils ont tout ça, c'est eux qui prennent l'argent. Mais si on le cumule en disant, ça passe dans la loi des finances, on voit les charges, les missions, ils sont financés correctement, on le plafonne. Dans le marché publicitaire également, on donne des règles et un ensemble de choses en disant, par exemple, aucune structure étatique ne peut aller mettre plus de 5 ou 10% dans un seul groupe de médias. Ça permet d'avoir des mécanismes de pondération et de régulation. Également au niveau fiscal, c'est vrai. C'est pas n'importe quelle entreprise, on ne vend pas du pain, on ne vend pas des bouteilles d'eau. Il faut une fiscalité spécifique et ça existe.
C'est un métier qui est contraignant, qui doit être payé à sa juste mesure, comme on paye les magistrats, comme on paye les ministres, comme on paye toutes les autres catégories de personnel. Et c'est ce plaidoyer qu'il faut avoir. Il ne faut pas être là-dedans, on est une entreprise. Il faut qu'on gagne de l'argent. On a investi. Quand on investit, on a pris des risques. Cet argent-là, on aurait pu le mettre ailleurs. On le met ça par passion, par conviction. Donc il faut que ce soit rentable. Alors, vous voulez ajouter? Alors, je voulais qu'avec le doyen Mata, qu'on ajoute la dernière partie, et qui est très important, et au Sénégal et au Mali, la viabilité des entreprises de médias face à la mutation des médias réseaux sociaux. Et aujourd'hui, c'est une question vitale. Voilà, j'aimerais bien qu'à ce niveau, on puisse regarder, et c'est là également que le régulateur a du boulot et du pain sur la planche. Parce qu'avec 200 francs de forfait, un activiste peut atteindre 1 million de personnes. Les grands annonceurs n'ont besoin que d'audience. Le titre de l'organe les importe peu. Eux, ils veulent, et ça je parle sous la coupole d'un communicant, d'un patron d'agence de communication, quand vous avez un budget publicitaire, on vous dit là où l'audience est élevée. On ne vous dit pas radio, télévision, je veux atteindre mes cibles. Et ma cible doit pouvoir comprendre mon projet. Vous avez aujourd'hui beaucoup de médias. Parce que c'est là où j'aimerais bien qu'on attire l'attention sur la mutation des médias. La définition de médias a changé. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, sont considérés comme médias, même si c'est un débat entre vieille école et nouvelle école. Mais toujours est-il que, économiquement parlant, est-ce qu'on doit protéger les médias classiques ou on doit les laisser à la merci des médias sociaux? Si c'est le cas, demain, il n'y aura plus de médias. Mais si oui, on doit les protéger, comment? Avec quel mécanisme? J'ai vu que beaucoup de médias ont été obligés de se reconvertir, changer de veste, revenir sur les réseaux sociaux. Et ça ne fait qu'encourager et aider ces nouveaux acteurs qui ne sont pas outillés et qui ne sont pas professionnels. C'est là le danger également par rapport au pouvoir public. Voilà un peu l'enjeu des médias classiques et des médias réseaux sociaux. Est-ce que ce n'est pas une question de mutation à notre niveau, hein? Quand je dis nous, au niveau de la presse. Si je prends par exemple notre cas, en 2016, quand on a lancé le code de la presse, j'avais dit à Mbodjen, c'est une localité où on a été en séminaire. J'avais dit à un moment donné, il va falloir qu'on intègre la presse en ligne parce que toute la presse va se retrouver en ligne après. Tout à fait. Est-ce qu'il n'est pas temps également que cette presse se retrouve en ligne et avoir un plus-value, c'est-à-dire il y a une partie qui n'est pas en ligne et l'autre partie est en ligne. Développer cela. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se battre contre la nature. Est-ce que le hors-ligne même est aujourd'hui d'actualité? De toute façon, on a deux outils. Parce que dans la mesure où les télévisions sont venues sur les réseaux sociaux. Oui, c'est ce que je dis. On a deux avantages par rapport à celui qui n'est qu'en ligne. Est-ce que ce n'est pas aussi à nous, véritablement, d'apporter une certaine mutation dans ce que nous faisons? Bon, d'ici qu'on matérialise cette mutation, moi je trouve qu'il est important qu'on réfléchisse à des mécanismes pour faire face à cette mutation. Parce que qu'est-ce qui se passe? Pour faire une radio, une télévision, on avait besoin d'agrément, n'est-ce pas? D'agrément. Ici, même au Sénégal, est-ce qu'on peut se lever, créer une radio, une télévision? Il faut un agrément. Maintenant, pour faire une page Facebook, YouTube, est-ce qu'on a besoin d'un agrément? Est-ce qu'on n'aura pas les mêmes audiences? Ou même plus d'audience que celui qui a l'agrément? Voilà un peu des enjeux qui constituent l'avenir des médias dans nos pays. Mais les annonceurs aujourd'hui, eux, ils ont réglé leurs problèmes. Ils font du 80-20. 80% tout ce qui est digital et 20% pour le classique. D'abord, c'est moins cher et ensuite, ça atteint le maximum de Et si vous avez les deux, vous avez 80 plus 20. 80 plus 20. Oui, vous avez mais sauf que dans le classique, les charges sont du côté de 20 au lieu des 80. Les médias classiques ont 80% de charges.
Alors que les médias sociaux ont zéro charge. Ils ne payent pas d'impôts, ils n'ont même pas de droits publicitaires à payer. Parce que leur format n'est pas prévu dans la prise en charge même de la publicité au Mali. Aujourd'hui, ils se retrouvent à prendre, il ne faut pas se voiler la face, 60% de part de marché des agences de communication, sans passer par les agences. Donc aujourd'hui, il est important que cette mutation soit au cœur de véritables réflexions par les professionnels des médias. Parce que, comme on le dit, l'autre aspect, il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup d'audience, il y a le buzz, mais c'est la désorganisation et le manque de professionnels. Est-ce qu'il n'y a pas une question d'éthique qui se pose? Au-delà même de l'aspect média, l'éthique veut que des journalistes professionnels qui sont dans un pays, que des journalistes non professionnels, non outillés, prennent le haut du pavé et qu'on s'asseye les regarder. Soit on les aide à structurer, soit on les forme, et bien soit on disparaît, on les laisse la place. Voilà un peu les questions qui se posent. Très bien. La même question à Matar Sylla. Oui, bon, moi je pense qu'il faut vraiment intégrer ces nouvelles technologies-là. Nous, en tout cas, nous le faisons. Et quelquefois aujourd'hui, il y a même des appareils qui vous permettent, lorsque vous les achetez des serveurs, dans toutes ces fonctionnalités, Facebook, tout ça, et automatiser vraiment, et qui permettent dans un investissement, peut-être au départ qui est plus lourd, mais de gérer ces aspects-là. Il faut vraiment s'adapter. Il faut s'adapter en même temps. La question qui reste, c'est la régulation. Et on va partager le rapport des assises des médias du Sénégal. Vous voyez un peu tout ce qui a été fait de ce point de vue. Beaucoup de choses vont être réglées de cette manière, y compris même les GAFAM. Aujourd'hui, même au niveau de la facturation, avec le ministère du Budget, tout ce qu'ils faisaient sur lesquels ils ne payaient pas, aujourd'hui, le Sénégal applique la TVA depuis 1 mois à peu près. Donc, je pense qu'il y a une combinaison de facteurs, de textes, de trucs qui le permettent. L'autre chose également, on n'en a pas beaucoup parlé, c'est l'intelligence artificielle, qui aujourd'hui permet... Aujourd'hui, vous savez, je peux, à la télévision, faire un journal télévisé. Je prends le visage ou l'œil de truc, je prends mon nez, on prend le truc de Gabi, on l'habille et on l'appelle Mustapha. Vous le voyez, il présente le journal télévisé, vous pensez que Mustapha existe, vous ne le rencontrerez jamais dans une rue de Bamako ou de Dakar. Donc, il y a tous ces aspects-là sur lesquels il faut anticiper. L'un des tares de l'Afrique, et je le dis très souvent, quelquefois les gens vous disent des choses, c'est comme si vous rêvez. Il faut qu'on anticipe. Quand on légifère, on ne légifère pas pour l'immédiat. Vous légiférez pour l'immédiat, il y a des choses, ça sera caduque dans 1 an, dans quelques mois. Avec l'intelligence artificielle et les choses qui viennent, il faut voir qu'est-ce que l'on veut, quelle politique on veut, quel rôle pour la communication. Les médias classiques seront incontournables, quoi que nous fassions. Mais il faut l'organiser, il faut en avoir la volonté politique et mettre les textes qu'il faut pour accompagner le secteur. Moi, c'est ma conviction. Et il nous faut également avoir des statistiques et avoir la capacité de démontrer les effets induits et structurants que nous pouvons avoir. Aujourd'hui, l'industrie du jouet, je l'ai dit aujourd'hui ce matin, vous prenez le Monopoly. Si on faisait avec un jeu télévisé, avec un Monopoly, on dit on fait le Dakar-Bamako, mais qu'on puisse mettre les gares, les trucs dans chaque gare, quand on s'arrête à la télévision, quelles sont les spécificités, quels sont les costumes, quelles sont les traditions, qu'est-ce que l'on mange, etc., qui peut être un jeu et à la fois à la télévision, avec des jouets que l'on fait, ça permet de développer les industries culturelles. Et c'est verser ça. Je pense que l'Afrique a un trésor d'originalité, d'idées, de concepts que nous pouvons faire. Moi, j'y crois véritablement fortement. Il faut mobiliser ces jeunes gens-là et tous ceux qui font sur Facebook et les autres, qu'ils soient les relais un peu de ces médias classiques. Mais il faut tout organiser, ce que j'appelle l'architecture institutionnelle globale, qu'il faut organiser, qui fait quoi de manière régulière. Je suis pour que les Africains commencent à penser à avoir leur propre stratégie médiatique internationale. Je dis que l'autorité de régulation, peut-être le président et les employés et les directions permanentes qui sont là, qui doivent être payés. Les autres, ça doit être un collège. On peut dire, il peut très bien être chef d'entreprise, avoir son truc en ligne, être membre de l'autorité de régulation, parce qu'il faut que la profession soit représentée. Au plus, ils ont des jetons de présence, et c'est ce qu'il faut faire. Donc, une autorité de régulation avec une loi remodifiée. Parce que la plupart de nos lois, notamment en Afrique francophone, ne prennent pas en compte les nouveaux médias et les nouveaux développements. On est dans des trucs, voilà, il y en a qui échappent et qui captent tout ce qu'on devait capter en termes de, qui captent ces revenus-là. Et c'est sur ça qu'il faut mettre un terme, en liaison effectivement avec, comme si c'est une même autorité, la question de la publicité en même temps est réglée. Et dans la publicité aussi, et ne pas oublier la presse écrite aussi. Ne pas oublier la presse écrite, parce qu'il y a des gens, quels que soient les trucs sur le web, ils ont besoin d'avoir le journal entre les mains, de le garder, de l'archiver.
Ce secteur, il faut en faire un secteur culturel, mais il faut en faire également un secteur à plus-value, il faut en faire un secteur économique, un secteur structurant qui accompagne toutes les autres politiques. Alors, Hamidou, vous avez goûté là-bas et ici aussi. C'est quoi la bonne manière? Alors, je pense qu'il est important que dans l'exercice des entreprises de médias, le cas du Mali est un peu singulier, hein, parce que, comme je l'ai dit, le Sénégal a une longueur d'avance. Depuis 1960, vous êtes dans l'exercice, ça se comprend. Chez nous, le président Danté a fait une sortie fracassante il y a 2 mois, où il dénonçait le fait que l'autorité de régulation demande aux entreprises de médias comme les radios et les télévisions de payer beaucoup plus encore. Au lieu d'en recevoir, on leur demande de payer plus. Alors, donc, pour une radio rurale aujourd'hui qui ne gagne pas 1 million par an, si on lui demande de payer des droits à 500 000, 750 ou 1 million, c'est ce qu'on lui demande, non seulement de travailler, de faire la mission de service public, mais de payer également pour exister. Mais c'est un droit, non? Oui. Vous avez le droit de payer des impôts. Non, une entreprise se doit de payer si elle existe. Il ne faut pas que l'impôt tue l'impôt. Donc aujourd'hui, si les médias doivent contribuer plus qu'ils ne gagnent, c'est fini pour les médias. Donc aujourd'hui, il est important que les pouvoirs publics comprennent, les régulateurs comprennent que des médias qui tirent le diable par la queue, parce que la concurrence, la crise, les réseaux sociaux sont passés par là, si on leur demande de payer, ce ne serait que même 100 000 francs par an, ces médias disparaissent. La plupart des médias sont tenus par les promoteurs et par les journalistes qui demandent, comme vous le dites, si les radios sont obligées de passer la journée à passer les charlatans et les guérisseurs traditionnels pour vivre, eh bien, n'allez pas leur demander de payer encore des droits de pouvoir émettre. Il faudra les protéger à ce que ces médias, aujourd'hui, puissent dire non à ce qui est illicite, puissent dire non à ce qui crée plus de problèmes qu'il n'en résout, plutôt que de leur dire cherchez de l'argent par tous les moyens et payez-nous en chaque fin d'année.